Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Alexis Bataille et ensemble on va parler de la mission ministérielle pour la santé des soignants donc qui a été lancée il y a quelques semaines. On va parler donc santé des soignants, les perspectives pour revaloriser les métiers, etc. Alexis, on a déjà fait un épisode de podcast ensemble, il y a de ça un peu plus de 2 ans, où tu nous parlais des conditions d'exercice pour les stagiaires IDE en plein covid, et de leur futur. Comment on les démoralise pas, comment on prend soin d'eux aussi parce qu'on a besoin d'eux. Donc on est un peu dans la même continuité aujourd'hui, mais on parle des soignants, l'ensemble des soignants et pas que les étudiants. Avant de se lancer sur ce sujet où tu pourras nous expliquer, ce que tu fais, comment ça marche et comment chacun peut participer à ce projet et à ce programme, je te propose de te représenter. Merci tout d'abord Arnaud de me recevoir dans ton podcast. Alors Alexis Bataille, je suis infirmier depuis peu, mais ancien aide-soignant militaire au sein du service santé des armées et auparavant agent de service hospitalier. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant que j'évolue dans l'écosystème de soins et par ailleurs j'ai d'autres activités et celle qui m'a permis entre guillemets de connaître le plus de personnes et mon activité d'auteur que j'ai publié quelques ouvrages en mon nom ou en participant à des ouvrages collectifs, qui sont des ouvrages destinés à la fois à la profession sur un plan technique et puis aussi pour faire connaître le soin au plus grand nombre. Tu peux nous en dire un peu plus? Le dernier, le principal, celui qui a été le plus lu? Alors, le premier ouvrage, c'était la suite d'une page Facebook qui s'appelait Dans le couloir, pensée d'un aide-soignant, qui est un petit peu la page Facebook qui m'a permis de démarrer l'aventure des ouvrages. Et cet ouvrage s'appelait Vous avez mal où? Chronique d'un aide-soignant à l'hôpital. Donc sur ce premier essai, il s'agissait surtout d'évoquer des histoires de soins. Et le dernier ouvrage que j'ai publié a été publié en avril 2022. C'est un ouvrage que j'ai coécrit avec un de mes anciens patients, qui était par ailleurs l'un des derniers grands blessés de guerre au Mali. Et c'est un ouvrage qui s'appelle Je reste un soldat. Donc, c'est son témoignage à travers les valeurs d'engagement qui sont celles qui l'ont conduit à devenir militaire, jusqu'au concept de résilience, puisque c'était un auxiliaire sanitaire qui a roulé sur un engin explosif au Mali. Et au cours de cet accident, il a perdu un bras, une jambe, et évidemment, il souffre de stress post-traumatique. Donc, c'était l'occasion de mettre en valeur un militaire et d'expliquer aussi à la jeune génération que la guerre est une réalité, qu'elle existe encore, et que les gueules cassées, telles qu'on les voit lors du 11 novembre, en fait, elles existent encore, et de nos jours, en 2023, il y a encore des gueules cassées et des militaires qui se sacrifient, pas seulement qu'en mourant, mais en y laissant une partie d'eux-mêmes sur des théâtres d'opération. Ok, c'est vrai que tu as cette casquette aussi d'auteur. Je me souviens qu'on avait pas mal échangé la dernière fois sur la notion d'engagement. On parlait de vocation des soignants, de crise de vocation et tout ça, et tu m'avais ben, un peu repris sur cette logique plutôt d'engagement, qu'on n'est plus dans une logique de vocation, mais qu'on demande aux soignants de s'engager, et avec un petit parallèle aussi avec l'armée. Ouais, tout à fait. C'est vrai que le vocable vocation, c'est quelque chose qui est employé assez souvent dans les éléments de langage lorsqu'on évoque les soignants, parce que, en fait, ça s'appuie sur cette histoire culturelle qui est très inspirée de la religion, mais en particulier chez les paramédicaux, parce que la plupart des paramédicaux ont un historique religieux. Ouais. Et effectivement, à l'époque, les religieuses et les religieux étaient mus d'une vocation.
Ça ne veut pas dire que derrière la nouvelle génération de soignants, il n'y a pas de, comment dirais-je, de valeurs très profondes, une inspiration familiale ou une inspiration historique dans l'envie de devenir soignant. Mais maintenant, en 2023, on doit vraiment évoquer l'engagement, parce qu'à travers l'engagement, il y a certes les valeurs de soins, mais il y a aussi la volonté d'entrer dans un parcours professionnel, dans une dynamique vertueuse qui est à la fois source d'épanouissement professionnel, mais aussi personnel, et l'engagement comme peuvent le vivre de façon générale les militaires. C'est quelque chose qui vraiment se distingue de la vocation pour ses nombreux aspects. Parce que derrière la vocation, on peut y mettre aussi des valeurs certes positives, mais une notion de soumission, une notion de discipline, mais qui relève de la discipline religieuse, alors que, somme toute, a priori, effectivement, on a besoin de discipline même dans le monde civil, mais on n'est pas du tout dans les mêmes logiques. Et l'institutionnel, tel qu'on le comprend, est plutôt dans une logique d'engagement que dans une logique de vocation. Bon, c'est mon point de vue, hein. Non, mais c'est intéressant. Alors, pour revenir à notre sujet donc de santé des soignants, tu as rejoint la mission ministérielle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette mission et aussi comment tu l'as rejoint? Alors, le 17 mars dernier, la ministre Agnès Firmin-Le qui est donc déléguée à l'organisation territoriale et aux professions de santé, m'a nommé auprès d'elle dans le cadre de la mission santé des soignants. Bon, je n'ai pas été nommé tout seul, je suis avec deux autres petits camarades, le docteur Philippe de Normandie, qui est chirurgien, et la docteure Marine Crest-Guilly, qui est médecin généraliste. La porte d'entrée de ma nomination, c'est à la fois ma posture paramédicale, puisque donc dans cette mission, je représente modestement les paramédicaux, étant donné que je suis accompagné de deux médecins, et puis mon côté pile, c'est-à-dire l'armée. Pourquoi? Parce que tout simplement, la santé des soignants et de façon plus générale, la santé des militaires, c'est quelque chose qui est ancré dans les pratiques et qui est une logique de prise en compte du personnel dans les armées, partant du principe que le corps et l'esprit du militaire sont ses premières armes et qu'un militaire en bonne santé, c'est un militaire qui est opérationnel. Donc cette logique de pensée, ça fait partie de moi puisque j'ai baigné dans cet environnement. Et il y a sans doute à travers moi et surtout à travers le ministère des Armées et le service de santé des armées, des bonnes pratiques à aller chercher du côté des soignants militaires et du côté de la prise en compte militaire, pourquoi pas les transformer et les mettre à disposition du monde civil. Alors ça, c'est super intéressant parce que, en gros, tu nous dis que les soignants militaires sont bien mieux soignés que les soignants, civils? En tout cas, de l'approche, puisque en fait, avant d'être dans les armées, avant d'être soignant, vous êtes d'abord militaire. Quel que soit votre Ouais. statut, quelle que soit votre fonction, vous êtes d'abord militaire. Et donc, à ce titre, vous bénéficiez d'un suivi et d'une préparation opérationnelle qui est quasi permanente, qui Mmh. s'entend parce que derrière, il y a une ambition stratégique qui est celle d'être et d'avoir une armée qui est en permanence projetable, opérationnalisable. Et de ce fait, les soignants qui sont militaires entrent également dans ce process. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément mieux soignés, mais en tout cas, leur prise en compte Mieux est, préparés, en fait. Parce que est oui, mieux c'est soigner pas préparée. dans le curatif, mais plus dans le prendre soin On est global, dans la réellement dans du prévention préventif. et Et finalement, le curatif en propre existe assez peu, puisqu'il y a une ambition de jeunesse dans les armées, parce que de nombreuses maladies peuvent vous écarter de l'engagement, même s'il y a une démarche proactive en la matière et on ouvre ouais, de plus en exact. plus les portes pour éviter une forme de discrimination vis-à-vis de pathologies qui sont des pathologies chroniques. Mais pour autant, moi, en tant qu'aide-soignant militaire, j'ai bénéficié d'un suivi opérationnel très concret et d'autant plus au moment d'être projeté. Alors, moi, j'ai participé à une seule opération militaire qui était une opération spéciale puisqu'il s'agissait de la mission Tamara en Guinée-Conakry pour la lutte contre le virus Ebola. Mais imaginez bien que derrière tout ça, il y a eu une préparation, un suivi au cours de l'opération et un suivi post-opérationnel qui était très important. Et par exemple, le monde civil a connu quelque part une forme d'opération, qui était cette fois une opération intérieure, mais la pandémie Ebola, pardon, la pandémie Covid-19 nous a permis aussi d'imaginer que le monde de la santé civile devait bénéficier de cette préparation opérationnelle, d'un suivi au cours de la crise et d'un suivi post-crise. Ouais, alors autant on pouvait
peut-être pas trop le prévoir, donc la préparation, c'était compliqué, mais mon sentiment, c'est que le suivi après, voire même le pendant, parce qu'on y est d'une certaine manière encore un petit peu, même si c'est plus du tout la même histoire, mais il y a toujours un petit peu de Covid par-ci, par-là, et il y a toujours cet épuisement, le contre-coup, en fait, hein, de ces années 2020-2021, pour lequel, au niveau suivi, il se passe pas grand-chose, non? Bon, effectivement. Alors moi, j'ai connu la crise de Covid à travers les armées, hein. J'ai été réengagé à ce moment-là pour répondre aux problématiques diverses et variées. Mais c'est vrai que pour l'avoir vécu une nouvelle fois dans le monde militaire, la préparation, j'ai eu une préparation, même si j'étais réserviste à cette époque-là. J'ai eu un suivi au cours de la mission Résilience, l'opération Résilience, et j'ai eu un suivi post-mission une fois que je suis retourné chez moi dans le Grand Nord de la France. Donc, ça veut dire que parallèlement à ça, dans le monde civil, on n'a pas tout à fait eu cette capacité de réponse. Ça ne veut pas dire qu'elle était inexistante, mais ça veut peut-être dire qu'elle était mal territorialisée, ou voire même mal nationalisée, et que face à ça, bah, bien évidemment, comme toute crise, si personne n'est accompagné pour traverser, pour affronter la crise, et ben, évidemment, on voit ce que ça a comporté juste après, voire même encore un peu maintenant, c'est-à-dire des burn-out généralisés, de la fatigue chronique chez les soignants, et surtout, et je crois que c'est le plus grave, c'est une perte d'attractivité pour la profession, partant du principe que l'image sociétale qu'on a renvoyée des soignants au cours de la crise, effectivement, il y a eu ce côté applaudissement et valeureux guerrier pendant quelques semaines, mais juste après, on les a oubliés. Et je crois Ouais, que le carrément. problème ne vient pas que du système de santé, mais vient de la société en général, où on doit aussi peut-être, alors c'est pas l'objet de la mission santé des soignants, hein, mais chacun à notre niveau professionnel de santé, qu'on soit opérationnel ou décideur, on doit être en capacité de modifier cette image sociétale. Et ça rejoint le propos introductif sur la vocation. Je crois que dans l'esprit de bon nombre de Français, tous les soignants, qu'ils soient médecins ou agents de services hospitaliers, sont de fait, parce qu'ils s'engagent pour les autres, sont de fait quasiment inexcusables à travers leur fatigue ou à travers des problématiques diverses et variées qui sont associées à leur activité professionnelle, alors qu'en fait, concrètement, être infirmière, c'est un métier qui est forcément différent que d'être caissier à Carrefour, mais pour autant, puisqu'on parle d'humain, de relation à l'autre, les problématiques peuvent être les mêmes et la fatigue mentale, la suggestion mentale est tout aussi importante. Et en plus de ça, les problématiques plus physiques. Mais la charge mentale et la difficulté à réaliser ces activités au quotidien est effectivement quelque chose à prendre en compte, et pas seulement que pour le système de santé, mais vraiment au niveau de la société. C'est clair. Je prendrais pour Euh, exemple, je prendrais vas-y, vas-y. simplement l'exemple des patients qui annulent au dernier moment le rendez-vous chez le médecin euh, à travers les applications Doctolib ou je ne sais quoi. Et ben ça, c'est tout simplement une forme d'irrespect et qui ajoute une forme de charge mentale à la pratique du soin, parce que concrètement, quand vous êtes médecin traitant ou quand vous êtes infirmière libérale, le nombre de soignants que vous voyez dans la journée, au-delà du fait que vous apportez un service, c'est aussi votre gagne-pain. Et si sur 35 patients programmés, il y en a 15 qui annulent au dernier moment, quelque part, c'est vraiment une forme d'irrespect, et ça met à mal alors je n'aime pas le terme, mais en tout cas, ça met à mal votre business, qui est celui aussi bah, de faire entrer de l'argent pour continuer à produire du soin et continuer à servir les autres. Et on voit que ça va croissant. Et ça explique, encore une fois, la logique que je peux avoir en termes de pensée personnelle sur l'image sociétale à transformer des professionnels de santé. Ouais, c'est clair. Après, charge mentale, là, moi, ce que je vois, c'est aussi beaucoup le fait un peu en parallèle du patient qui annule, mais de toutes ces problématiques RH, de remplacement, d'absentéisme, de difficultés à recruter, qui fait que les équipes ne savent pas comment et avec qui elles vont travailler demain. Et que ça aussi, ça amène un stress terrible de dire, bon, bah, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller? Et puis, ben, on est humain, on a tendance à voir parfois à s'inquiéter un peu, et c'est là où ça génère du stress et des conséquences sur la santé, d'abord des soignants et aussi, ben, par la suite des usagers, des résidents, des patients. Je voudrais juste revenir sur un dernier point, et après on attaque vraiment la mission ministérielle, mais est-ce que tu veux nous parler de bah, toi, ton suivi, donc tu es projeté en opération, comment on accompagne un soignant qui a vécu quelque chose de dur dans l'armée? Alors,
Donc, il y a trois phases, comme je vous l'ai dit. La phase préparatoire, qui est une phase donc quasi permanente du statut militaire, à la fois donc une préparation physique, une préparation mentale, donc qui passe par de la formation initiale et de la formation continue. Et après, dans le cadre d'une mission, là, c'était vraiment un contexte particulier, puisque la lutte contre le virus Ebola, ça ne s'inscrivait pas tout à fait dans la logique qui est celle d'aller, entre guillemets, au front sur des théâtres d'opération où on peut parler de guerre, quelque part. Mais toujours est-il qu'avant de partir sur la mission Ebola, moi j'ai été préparé pendant une semaine à la gestion du patient à risque Ebola, à la fois en termes de process qu'à la fois en termes de préparation personnelle, c'est-à-dire comment je m'habille, comment je me déshabille, comment je me comporte face à un patient Ebola, quels sont les risques pour moi, quels sont les risques pour les autres, comment aussi au quotidien, sur un plan psychologique, je peux gérer et quelles seront les opportunités disponibles sur place. Une fois que j'ai été projeté cette fois, tout avait été mis en œuvre sur place pour que nous soignants, et pas seulement que soignants, puisqu'on n'est pas parti qu'entre soignants sur cette mission, on a été accompagné par des régiments de l'armée de terre, qui eux n'avaient pas forcément pour habitude d'être confrontés à des patients contaminés par du virus Ebola, voire même à des patients tout court. Sur place, il y avait par exemple une cellule d'aide psychologique qui a été mise en place par une psychiatre, qui était coordonnée et pilotée par une psychiatre et une psychologue. C'est-à-dire qu'au besoin, vraiment au besoin, et elle se mettait à disposition des équipes à chaque roulement, mais au besoin, on avait cette capacité d'aller discuter avec elle seule ou elle au pluriel, pour vraiment avoir aussi ce moment à soi, pour se retrouver, pour prendre du recul sur ce qu'on venait de vivre et surtout pour en parler. On sait que verbaliser, ça fait partie en règle générale des premières choses à réaliser quand on vit un trauma. Et le trauma, c'est pas seulement voir une bombe exploser. Ça peut être tout simplement être dans la capacité en tant que soignant de répondre à un besoin du patient, parce que pour plein de raisons, on est limité. Ça peut être accompagner un patient vers la mort. Ça peut être aussi mettre le patient dans son sac mortuaire. Enfin, bref, pour toutes ces raisons, même si ce sont des situations auxquelles on est confronté quasiment au quotidien, mais assez souvent au cours d'une année professionnelle, ça n'empêche que ça reste des petits traumas. Et en l'occurrence, sur une mission, on vit quand même H24 ensemble. Il y a une forme de cocon, de cocotte minute qui peut exploser à tout moment parce que vous mettez 150 personnes ensemble qui ne viennent pas des mêmes origines, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes objectifs professionnels, qui n'ont pas aussi le même paradigme, parce que nous, soignants, on évolue dans un paradigme qui est bien spécifique avec notre langage, nos codes, notre hiérarchie. Face à ça, on avait des mecs qui venaient de régiments d'armée de terre et qui eux-mêmes vivent et évoluent dans un autre écosystème, même si entre les deux, il y a beaucoup de liens parce qu'on est tous militaires, mais on n'évolue pas dans les mêmes mondes. Donc, c'est-à-dire que les traumas ne sont pas vécus de la même façon et peuvent exploser à d'autres moments ou avec beaucoup plus de force, parce que tout simplement, quand on n'y a jamais été confronté, ça part un peu plus dans tous les sens. Donc, sur le terrain, au cours de la mission, par exemple, vous aviez donc cet appui psychologique, et au retour, là, cette fois, c'était plutôt un suivi épidémiologique, où tous les jours, pendant 21 jours, c'est-à-dire la période d'incubation du virus Ebola, j'ai été appelé 2 fois par jour par les instances civiles et les instances militaires pour savoir comment j'allais, si j'avais pris ma température corporelle, si j'avais le moindre symptôme, et aux symptômes évocateurs éventuellement d'un virus Ebola, tout était mis en place sans que j'ai besoin de le gérer pour que je puisse être transféré vers un centre hospitalier de référence. Ok, oui, donc tout est pensé et surtout tu gardes un contact, un lien et c'est cette notion de verbalisation et de parole qui déjà est énorme. Ok, la mission ministérielle, santé des soignants. Donc tu nous as Bon, expliqué alors que tu as été cette fois, je retire sollicité, mon prédit. vous êtes trois, ouais, c'est ça. Euh, En gros, quel objectif, comment ça se passe? Bon, l'objectif, qui est un objectif général, c'est améliorer la santé des soignants. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, bah oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'améliorer la santé des soignants, ça fait 30 ans que tout le monde essaye de s'y coller, et puis on n'arrive jamais à en sortir quelque chose d'intéressant. Là, l'objet de la mission, c'est surtout d'aller voir ce qui se fait au plus proche du terrain. Parce qu'il ne s'agit pas de réinventer la roue, et c'est ce qu'on pense entre les trois personnes qualifiées, c'est que nous-mêmes, très modestement, on n'a pas vocation à rédiger un rapport ou d'énièmes préconisations, mais en fait, concrètement, de tendre le micro à nos camarades qui sont sur le terrain et d'aller voir ce qui se fait de bien sur les territoires.
Parce que, comme on le dit, ça fait quand même des années que la notion de prise en compte de la santé des soignants, alors que ce soit sur l'aspect sanitaire du terme, quand je dis sanitaire, c'est au sens physique, au sens psychique, et au sens de la QVCT, pardon, donc au sens environnemental du terme. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, il y a eu beaucoup de travaux, il y a eu beaucoup de rapports, il y a eu beaucoup d'initiatives, mais on doit être en capacité maintenant de les faire remonter au niveau national, de les imaginer peut-être territorialisés, voire même nationalisés. On doit être aussi en capacité, parce qu'on s'est aperçu très vite qu'il y avait peu de littérature scientifique française sur la santé des professionnels de santé. Il y avait beaucoup de littérature sur la QVCT, parce que depuis quelques années, c'est un gros sujet et beaucoup de scientifiques s'en sont emparés, mais sur la santé au sens sanitaire du terme, finalement, il y en avait très peu. Donc on sait à peu près, on a une idée du diagnostic parce que c'est un diagnostic qui est plus ou moins partagé. On le voit sur les réseaux, on le voit à travers les syndicats, on le voit à travers les ordres, mais pour autant on n'a pas une image précise. On sait qu'il y a un problème de santé mentale, mais en définitive, par exemple, qu'est-ce qu'on met derrière santé mentale? Il y a plein de choses derrière la santé mentale. On sait qu'il y a un problème de TMS, de trouble musculo-squelettique, mais qu'est-ce qu'on met derrière les TMS? Donc, cette revue de littérature et cette production de savoir et de connaissances, elle va d'abord nous permettre aussi de préciser le besoin et les attentes du terrain, tout en s'appuyant dans une démarche collective sur ce qui se fait au plus proche du patient, c'est-à-dire de nos collègues soignants. C'est pour ça que c'était intéressant aussi que les trois personnes nommées soient eux-mêmes soignants, parce que nous-mêmes, on l'a vécu, et surtout quand on est face à des professionnels de santé, on peut en discuter de professionnel à professionnel, c'est-à-dire de collègue à collègue. OK, donc première étape, recenser le besoin. Il y a eu aussi alors qui se termine ces jours-ci, une grande concertation, une enquête? La ministre a lancé le 30 mars dernier le colloque Tous acteurs de la santé des professionnels de santé a permis de réunir d'une part les parties prenantes qui s'étaient engagées au préalable sur la production de savoir et de connaissances, les porteurs de projets qui ont été retenus dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt lancé en novembre 2023, les trois personnes qualifiées pour qu'on puisse aussi expliquer quelle allait être l'identité de cette mission qui est désormais intitulée Santé des soignants, innovons et agissons ensemble. Et en toute fin de ce colloque, la ministre a lancé une consultation nationale à destination de tous les professionnels de santé. Quand on dit consultation nationale, c'est un questionnaire qui a été diffusé sur les réseaux, à travers les fédérations, les ordres, les syndicats et toutes les associations qui ont souhaité participer au projet et qui comportait une quarantaine de questions. Alors, quand on dit 40 questions, ça peut faire beaucoup, mais en l'état, ça nous permet surtout de préciser la photographie à l'instant T de la santé des soignants et nous permet d'orienter les grands axes stratégiques sur lesquels on va travailler. Plusieurs axes ont déjà été déterminés, hein. Il y a la santé mentale, il y a les addictions, il y a l'exposition aux maladies chroniques, les risques professionnels, les besoins de santé spécifiques des professionnels de santé et des étudiantes. Mais encore une fois, quand on dit addiction, euh, qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce que c'est du tabac? Est-ce que c'est de l'alcool? Est-ce que c'est du cannabis? Est-ce que c'est de la coke? Est-ce que c'est les quatre ensemble? On ne sait pas vraiment. Donc c'est aussi à nous d'aller chercher et de préciser davantage les thématiques sur lesquelles nous allons devoir nous pencher et surtout argumenter en faveur de tel ou tel projet territorial ou national à faire remonter et à distribuer, entre guillemets, à l'ensemble de nos collègues. Le but du jeu, c'est que à la fin de cette mission, pour laquelle il n'y a pas encore de date de fin définie, euh, ma collègue qui est aide-soignante au fin fond de la Creuse, qui se sent absolument pas intéressée par le sujet pour plein de raisons, parce que je ne se sent pas légitime, parce que le message n'est peut-être pas descendant, parce que ça l'intéresse pas, parce qu'elle est crevée, parce qu'elle en a ras-le-bol. Elle-même se rend compte qu'on met des choses en place pour elle et que c'est concret, c'est palpable dans son quotidien. Ça ne veut pas dire que ça va s'exprimer en argent pour elle, mais ça veut dire que ça va s'exprimer en action et en amélioration de sa santé avec un grand S. D'accord. Hem, Qu'est-ce qui fait que, selon toi, la santé des soignants, elle est pas bonne, alors que c'est eux les soignants et les professionnels de santé? C'est un peu le principe des cordonniers les plus mal chaussés. Pourquoi la santé des soignants, ça va pas? Oui, effectivement, souvent on dit que le cordonnier est le plus mal chaussé, en l'état, le soignant est le plus mal soigné.
Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance, je pense, et pour l'avoir moi-même vécu, à, au déni, si vous voulez. C'est-à-dire que Mmh. quand on voit tous les jours des personnes qui souffrent de pathologies tous plus graves les unes que les autres, ou qui ont des difficultés très importantes dans leur vie quotidienne, finalement, la petite douleur abdominale ou les céphalées, bon, on se les met dans la poche en disant, bah oui, mais il y a plus grave que ça. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, la notion d'engagement, parce qu'elle transcende cette notion d'engagement, nous fait aussi oublier ces mots du quotidien sur lesquels on se dit, bah, oui, je- j'oublie tout, je continue à avancer et j'oublie tout. Et puis le troisième aspect, c'est le sentiment collectif, quand même pas l'oublier, même si parfois il est difficile et il a tendance à disparaître, mais il y a quand même cet esprit d'équipe qui existe dans de nombreuses structures. Et quand on a un minimum de sentiments d'esprit d'équipe, parfois on a du mal à s'écouter soi-même parce qu'on se dit, bah oui, mais si moi demain je me mets en arrêt maladie, ou si demain je dois quitter le service pour X ou Y raison, qui me remplace? Et si personne ne me remplace, la charge de travail que je supporte, elle va forcément aller se redéployer sur mes collègues. Ça, je l'entends C'est souvent, hein. vraiment trois facteurs. C'est un grand classique, hein. Je veux pas mettre mes collègues en difficulté, donc je m'accroche aux dépens de ma propre santé et puis à la fin, finalement, tu vois, c'est avoir marché sur une douleur, bah, à la fin, c'est pire, quoi. Hmm. Et alors qu'il fallait s'arrêter avant et puis se soigner et puis revenir plus fort, quoi. J'allais dire un truc aussi, alors, tu vois, ça, ce constat-là, une des réponses enfin, les plus logiques, c'est aussi le manque de moyens, le manque de professionnels et que si justement j'ai une équipe qui est complète, qui est opérationnelle, pour rejoindre l'aspect, tu vois, le vocabulaire un peu militaire, bah, j'aurai une équipe aussi en meilleure santé, plus efficace et qui soignera mieux les patients, les résidents, les usagers, peu importe. Et ça, je pense que c'est un constat qui a été fait, qui est sorti dans plusieurs rapports. Enfin bref, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Après, c'est une question de moyens. Est-ce que tu penses qu'on peut avancer là-dessus? L'objet de la mission en propre n'est effectivement pas la QVCT parce que, il y a déjà différents travaux qui se sont penchés sur le sujet et qu'il y a pas mal d'orientations stratégiques qui ont été fixées sur ce point. Pour autant, c'est vrai qu'on ne peut pas éluder et on ne peut pas décorréler la santé physique et psychique de la QVCT. Par contre, c'est pas parce que tu mets des bulles de sommeil dans un établissement que les soignants vont pouvoir en profiter et vont y voir un intérêt. Il On faut est vraiment d'accord. qu'il y ait une vraie démarche globale qui soit incarnée à travers, pas seulement que la mission, mais à travers en fait un changement de culture et de paradigme, qui celle que le soignant aussi à un moment donné doit être en capacité de prendre ce temps pour lui et pas seulement que l'établissement crée des bulles de sommeil, parce que c'est mis, alors, je prends les bulles de sommeil à titre d'exemple, parce que c'était un petit peu un des sujets phares ces dernières années de la QVCT, mais Ouais, ça pourrait être mettre le des bulles de aussi sommeil un peu baby-foot, partout, hein. voilà, c'est comme ce qui se fait dans les startups. C'est pas parce Mmh. que tu as des baby-foot et des cafetières dans tous les sens que finalement les salariés sont heureux et se sentent bien. Mmh. C'est-à-dire que ça doit vraiment être incarné et ça suppose derrière aussi qu'il y ait un changement de culture. C'est-à-dire que le soignant qui est en poste doit être en capacité, et ça veut dire que derrière il y a une préparation, doit être en capacité d'identifier ses propres signes et symptômes, doit être en capacité de trouver des interlocuteurs privilégiés, donc ça veut dire qu'il y a un travail sur la médecine de santé au travail, donc l'accessibilité à la médecine de santé au travail. Ça veut dire que sur le niveau de management de proximité, on doit aussi peut-être modifier cette culture qui n'est non pas celle de l'encadrement administratif, mais de l'encadrement d'équipe. Parce qu'à l'heure actuelle, le management de proximité est encore très administratif, mais pas encore assez On parle du planning. humain. On parle, voilà, notamment des plannings. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est tout à Quand fait même vrai. encore dans cette vision très administrative, et ainsi de suite jusqu'au niveau, jusqu'au top management, et puis ainsi de suite jusqu'au niveau institutionnel. Et donc considérer qu'en fait, ce qui manque, c'est sans doute peut-être de remettre de l'humain, non pas dans la relation de soins, même si je suis tenté de penser qu'un soignant en mauvaise santé, c'est un soignant qui soigne mal, Ah mais bah oui, surtout, et qui va d'abord, dévier sur la maltraitance, c'est certain. et bien évidemment, quelqu'un qui a mal au dos, déjà, d'une part, je me mets à la place de ma collègue aide-soignante qui a mal au dos, ne serait-ce que dans la manipulation et dans la manutention du patient, elle va adopter une mauvaise posture parce que ce sera une posture antalgique pour elle et qui de fait n'est pas forcément une posture agréable pour la personne âgée. Alors au fond de soi, on va se dire oui, bon, ok, oui, non, sauf qu'une mauvaise posture de manutention, c'est quelque part une forme de maltraitance. Ça peut faire Et non, mal, mais c'est pas agréable et surtout ça entraîne des risques.
des risques, et je te rejoins là-dessus parce que c'est un sujet dont on m'a parlé il y a pas très longtemps. C'est aussi, c'était dans un EHPAD, des résidents qui me disaient, bah, en fait, on n'est pas bien parce que on voit l'équipe en souffrance et en difficulté et du coup, on se sent mal parce que, tu vois, un homme qui me dit: «Bah, moi, en fait, je j'ai peur, qu'elles se blessent parce que, quand elles interviennent, en fait». Et tu vois? Et c'est vraiment ça amène une forme de souffrance pour l'usager qui se dit: «Merde, je suis violent, malgré moi, envers le soignant». Mmh. Par exemple, tu as des patients qui, lorsqu'ils voient que les équipes souffrent, s'empêchent de sonner, d'appeler. Ouais, exact. Je veux pas les Sauf que si tu déranger, as, ils si voilà, tu as un ouais. besoin et que tu le refoules, c'est voilà, c'est comme, c'est tout concrètement, c'est le patient qui a un petit creux dans l'après-midi. Bah, s'il a un petit creux, c'est peut-être parce qu'il est diabétique. Donc, s'il s'empêche de sonner et qu'il donc s'évite de manger une collation, mais le soir, tu le retrouves en hypo Ouais, ouais. Non, mais avec d'où une le diabète. fait de Ça prendre peut soin des comporter. soignants pour mieux soigner. Tout à fait. Donc, voilà un petit peu cette logique. Donc, c'est pas seulement que de la QVCT pour se dire, OK, très bien, on a repeint les murs en rose et on a mis des cafetières dans toutes les salles de pause, et puis au milieu de tout ça, il y a des bulles de sommeil. Il faut vraiment que ça soit incarné comme une forme de culture du prendre soin des soignants, qui s'exprime à la fois du côté managérial, du côté individuel, qui est donc celui des soignants, et c'est-à-dire de leur faire reconsidérer l'intérêt de se prendre en charge. Mmh. L'intérêt aussi des équipes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des équipes, on sait très bien qu'il y a des leaders et des suiveurs. Peut-être que ces leaders peuvent être eux-mêmes des préventeurs en santé, c'est-à-dire des promoteurs de ces actions de santé individuelles au sein de leurs propres équipes, et pas seulement qu'au niveau managérial, au sein d'une équipe. Et puis ensuite, eh bien, il y a aussi de l'autre côté les patients, même si là, tout à l'heure, on a pris l'exemple contraire, qui est celui que les soignants se contraignent vis-à-vis de l'équipe pour éviter d'ajouter de la souffrance à la souffrance. Mais pour autant, vous avez aussi quand même des patients, des aidants, des entourages qui sont de plus en plus tournés vers une posture consumériste du soin et qui de fait sont eux-mêmes maltraitants, violents, en tout cas qui ajoutent une suggestion supplémentaire à la charge mentale, à la charge physique parfois lorsqu'on parle de violence, notamment aux urgences ou en psychiatrie, et tout ça ajouté dans le panier de la mariée, bah, ça fait un cocktail qui est absolument imbuvable. Et celui où l'attractivité et ce qui fait la valeur ajoutée d'être soignant en 2023 n'existe plus, ou quasiment plus. En tout cas, on a perdu cette flamme qui a fait se Mmh. lever bon nombre de soignants au moment de la Covid et qui a du mal à rebondir, qui a du mal à se réincarner maintenant dans une autre approche, qui n'est pas seulement qu'une approche scientifique, où par exemple pour les paramédicaux, on voit s'élever les sciences paramédicales, les sciences infirmières, etc., et qui doit vraiment s'incarner dans tout un ensemble. Ouais, carrément, carrément. Hem, dernière question, quelles sont les prochaines étapes? Et comment on peut y participer et voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois pour justement essayer d'améliorer, la santé des soignants? Alors, la prochaine étape, c'est la clôture de la consultation nationale, mais au moment de la diffusion de ce podcast, ça sera déjà terminé. Ouais, Donc, c'est pour quand? Tu as la la date? consultation nationale se termine le 23 D'accord. avril. Ah ouais, Ça se après-demain. termine à minuit, après-demain. Et ensuite, donc, ils vont entrer dans une phase d'appropriation, d'analyse et de synthèse de ces résultats qui seront diffusés aux alentours de Sant'Expo, D'accord. avant ou après, Fin sans mai. doute. OK. Il y a un point d'étape qui est important, qui est donc Sant'Expo. Sant'Expo à titre collectif, qui est donc celui de la mission où la ministre Agnès Firmin-Lebaudot va se déplacer lors de Sant'Expo à la rencontre des professionnels de santé et aussi pour vulgariser, faire de la pédagogie vis-à-vis de la mission, puis aussi euh, continuer à soutenir un peu cette forme d'engagement qui est celle à la fois des soignants mais aussi des parties prenantes qui accompagnent les travaux de recherche, comme par exemple la Fondation MNH ou l'adresse, la NAP. Mmh. Et nous, à titre personnel, personnes qualifiées, bah, c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer les uns ou les autres sur ce salon, alors moi plutôt du côté salon infirmier, pour expliquer, pour essayer d'aller chercher, pourquoi pas des réponses. Je suis pas monsieur je sais tout, et en l'occurrence, j'ai besoin d'aller voir mes collègues, qu'elles soient professionnels ou étudiants, mais en tout cas, j'ai besoin d'aller à la rencontre de mes collègues. Et ensuite, au mois de juin, il y aura différents événements, entre autres avec l'association SPS, qui nous permettront de faire un premier point d'étape de cette mission, avec pour idée d'imaginer
une fin de mission d'ici la fin de l'année, par exemple. Ok, Donc, c'est-à-dire que donc, tout va aller très vite avec une vision stratégique opérationnelle d'ici la fin de l'année. ok. Oui, donc mission quand même plutôt courte et... Ok, très bien. Écoute, merci pour toutes ces infos. Avec Est-ce plaisir. que, alors là, la consultation se termine. Est-ce que quelqu'un qui souhaiterait, qui a une idée, un projet ou voudrait valoriser quelque chose ou une question, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, on a créé une adresse mail qui est contact@santédessoignants.fr, qui est la messagerie de la mission, qui permet de faire remonter une idée, une suggestion, une innovation à partager. Et pour l'instant, je n'ai pas de date précise, mais on devrait porter un appel à projet, qu'il soit un projet individuel ou projet collectif, afin de faire remonter justement, comme je dis tout à l'heure, les idées, les innovations sur les territoires au niveau national et qu'on puisse d'abord les mettre à disposition de tout le monde, un peu comme une banque, Hmm. un catalogue de bonnes idées à aller piocher pour les managers ou les soignants. Et puis surtout, parce que derrière tout ça, derrière tous les projets, il y a des besoins. Et c'est à nous aussi, en tant que missionnaires, d'évaluer et d'identifier les besoins, qui soient des besoins humains, des besoins logistiques, des besoins financiers. Parce qu'il y a vraiment des projets, pour en avoir eu connaissance de certains à travers des échanges assez informels avec les uns ou les autres, il y a quand même des projets qui sont géniaux et qui méritent qu'on s'y intéresse sur un plan budgétaire et au niveau politique. Ouais, c'est toujours la même histoire, hein. Il y a plein de choses bien, mais chacun le fait dans son coin. Voilà, Comme tout le monde a un peu la tête dans le guidon, on partage peu et c'est dommage. tout à fait. Donc c'est pour ça, on a un leitmotiv qui est innovons et agissons ensemble. Je crois qu'en fait, cet ensemble, c'est le mot le plus important, c'est-à-dire qu'on doit aussi être en capacité de faire œuvre collective, même si sur papier, ça peut toujours faire joli, mais moi j'y crois vraiment, et venant du monde militaire, parce que c'était le propos introductif, on va conclure aussi là-dessus, l'esprit de corps, il est indispensable pour faire avancer les choses, c'est-à-dire que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, et en l'occurrence sur cet enjeu qui est fondamental, qui est celle de la santé des soignants, on doit être ensemble et avancer ensemble pour vraiment qu'un jour, nos jeunes générations et nos futurs collègues se disent que c'est génial d'être soignant. Et moi, j'y crois, je le dis, je le crie quand j'ai le droit de crier, qu'être soignant, c'est formidable. Et si ça ne l'était pas, je ne serais pas là pour en parler. Oui, puis aussi, on n'a pas le choix d'avancer et de prendre soin des soignants. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Et si on fait pas gaffe, euh, on risque de le payer très cher, collectivement. Tout à fait. Eh ben super, merci. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter de tout ça, de voir ce qui peut être mis en place et puis voir comment ça évolue. Merci à toi. Super. Merci Arnaud. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.